Édition spéciale consacrée aux élections législatives. Dans un instant, notre invité Patrick Kanner, ancien ministre, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Michel Zerbib également sera avec nous pour faire un court point sur le procès du 13 novembre 2015. Et oui, c'est également important, on en parlera. Mais d'abord, donc, les réactions de nos deux éditorialistes politiques, Mickaël Darmon et Christophe Barbier. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. En cœur et ravi d'être avec vous ce matin. Bonjour également à nos auditeurs qui nous rejoignent. Alors, édition spéciale ce matin, on parle des enseignements de ce premier tour des élections législatives, un match serré à l'issue d'une campagne atone. Et puis, on n'en a pas parlé jusqu'ici de ces ministres qui sont arrivés en tête au premier tour. On en parlait dans le journal. C'est notamment le cas de la première ministre Elisabeth Borne. 15 membres du gouvernement étaient en lice pour ces législatives. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces candidatures? Que sur les 15 ministres engagés, 3 sont en mauvaise posture quand même. Amélie de Montchalin, Stanislas Guerini et Clément Beaune, les deux derniers à Paris, la première dans l'Essonne, ne sont pas bien placés. Ce sont des ballottages défavorables, ce seront un second tour très difficile. C'est quand même un signe parce que Clément Beaune était dépeint comme l'un des préférés du président de la République, un ministre qui était en trajectoire mise sur orbite depuis quelques mois, un ancien conseiller du président à l'Élysée. Là, il est quand même un peu le bec dans l'eau, il va falloir qu'il se bouge d'ici dimanche prochain. Stanislas Guerini, c'était le patron du parti. Il symbolise à lui seul l'échec de ce parti, échec dans les implantations locales et échec là dans la stratégie législative. Quant à Amélie de Montchalin, elle est très haut placée dans l'organigramme du gouvernement. Elle est chargée de la transition écologique et la voilà elle aussi en difficulté. Ces 3 seconds tours compliqués illustrent bien les erreurs commises par Emmanuel Macron depuis sa réélection comme président de la République. J'ajoute une 4e ministre au sort plus incertain, c'est Justine Bénin, mais en Outre-mer c'est toujours plus difficile de lire les résultats. Secrétaire d'État à la mer, exactement. Quant aux anciens ministres, alors pour eux ça a été encore plus dur. Emmanuel Vargon, Jean-Michel Blanquer éliminé, balayé dès le premier tour, et Roxana Maracineanu, ancienne ministre des Sports, elle aussi en grande difficulté. Il y a eu un effet bilan. Alors ils étaient parachutés dans des circonscriptions pas faciles, mais il y a eu un effet bilan. Le fait d'avoir été ministre pendant le quinquennat précédent, c'est un malus. Mickaël Darmon. On voit bien effectivement, et on entend le désarroi quand on entend parler depuis hier soir et ce matin encore ici des proches donc du président de la République, à quel point la stratégie décidée par Emmanuel Macron au lendemain de son élection et de sa réélection déconcerte, n'est pas comprise. On parle de gâchis politique. On parle vraiment de stratégie qui a bloqué les candidats. Le fait d'avoir nommé un gouvernement sur le tard, juste la veille du moment où il ne pouvait plus rien dire. Le fait de ne pas avoir donné aucun programme. On a le sentiment, on l'a entendu, on l'entend même hors caméra, hors micro. La campagne n'a pas été préparée. Donc il y aura forcément un bilan qui devra être fait. Peut-être devra-t-il fait à l'encontre et en dépit de l'envie donc d'Emmanuel Macron, parce que maintenant là où il est, il va penser de façon qu'il est effectivement intouchable. Mais en réalité, c'est un coup de semonce. Ce quinquennat ne démarre pas bien et il va falloir, vu les enjeux, et très sérieusement, que la barre soit redressée. Sinon, ça sera un quinquennat très difficile pour le président de la République. Alors c'est intéressant de parler des candidatures. On a évoqué le désintérêt des Français pour cette élection. On rappelle le chiffre de l'abstention, 52%, c'est plus qu'en 2017. En 2017, c'était 51% des électeurs qui avaient boudé les urnes au premier tour des législatives. On a beaucoup aussi évoqué ces derniers mois tous ces candidats qui ont été condamnés et qui se sont présentés, qui ont été représentés par leur parti. Qu'est-ce que ça signifie ça aussi pour les Français? C'est peut-être aussi ce fait-là qui a éloigné les Français des urnes. Oui, c'est un des phénomènes qui ont pu dégoûter un peu plus les Français de la démocratie et considérer que cette élection ne servait à rien. Mais je pense que c'est moins profond. Condamnation pour viol, violence sexuelle. Ou d'autres, des propos qui étaient inacceptables. Et dans tous les partis, il y avait des profils comme cela discutables. Mais finalement, le vote d'hier, il est assez idéologique. C'est-à-dire qu'au-delà du profil de tel ou tel candidat, les électeurs ont regardé l'idéologie que portait telle candidature. Voilà. Et ceux qui sont contre le macronisme sont allés voter par la NUPES, quel que soit le profil des candidats de la NUPES, et certains étaient fort contestables. Et de la même manière, ceux qui voulaient donner une majorité au président actuel n'ont pas regardé de trop près le profil des candidats. Ce sont les choix idéologiques qui ont payé. C'est la fin du en même temps. C'est la fin de ce système qui ne refusait de choisir tout en disant nous sommes au-delà des clivages et dans le rassemblement. Parce que le succès de la NUPES, c'est le retour des marques politiques, c'est le retour des partis.
c'est le retour de LFI, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste, Parti socialiste, qui cette fois-ci se sont dit on ne va pas se laisser avoir par le président de la République. C'est arrivé 2 fois. Et donc là, il y a ce réveil-là et ce cartel électoral dont on verra s'il a une pérennité, il peut avoir une existence au-delà de la circonstance électorale, eh bien, c'est d'abord le retour des partis. On le voit du côté de LR également. C'est ce que certainement on va entendre et on va voir à l'action durant ce prochain quinquennat. Donc, de ce point de vue-là, il y a, je dirais, une fin de parcours, une fin de chemin pour cette première version du macronisme qui se prétendait être dans le rassemblement au-delà des clivages partisans. Et donc, vous l'avez dit notamment tout à l'heure, Christophe, ça va être très compliqué pour Emmanuel Macron de gouverner. Justement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça changerait d'avoir un énorme bloc d'opposition, de pouvoir, la possibilité d'exister? On a aussi entendu ça de la part de Natacha Polony hier sur BFM TV, de faire émerger plus de débats. Si le gouvernement et le président n'ont pas la majorité absolue, ça va compliquer le fonctionnement même des institutions. Le 49.3 ne peut plus être utilisé comme du temps de Michel Rocard ad libitum. On ne peut le faire qu'une fois par session. Donc sur chaque texte, il faudra aller chercher des députés complémentaires, une fois à droite, une fois chez les socialistes modérés, chez les écologistes. Ça sera infernal et ça va ralentir le programme des réformes. Si il y a majorité absolue pour le président, de ce côté-là, ça sera un ouf de soulagement. Attention à l'indiscipline quand même dans une majorité absolue, mais courte. Mais surtout, il y aura une ambiance dans le Parlement qui sera une ambiance extrêmement véhémente, avec un bloc d'extrême droite, un groupe RN et un énorme bloc LFI. Ça va être une stéréophonie du pugilat pendant 5 ans pour la majorité. Et puis n'oublions pas que le principal groupe d'opposition, c'était les LR. Ça sera la France Insoumise la semaine prochaine, a droit à la présidence de la Commission des Finances, entre autres. Et que la présidence de la Commission des Finances, ça permet de suivre la fabrication du budget, de la freiner, de la handicaper, de l'orienter. Ça permet d'avoir accès à des informations sur la politique économique et fiscale de la France. C'est une formidable position d'opposition depuis l'intérieur de la forteresse. C'est un peu comme si Jean-Luc Mélenchon faisait rentrer un cheval de Troie dans la forteresse macronienne. Donc même si Mélenchon... Ils ont accès à des documents Bien sûr, ils ont accès à des informations, à des documents. Ils peuvent avoir la situation fiscale d'un peu qu'ils veulent dans ce pays. Ils n'ont pas le droit d'en faire état. Et puis surtout, au moment même de l'élaboration d'une politique budgétaire, du budget de la France, eh bien, le président de la Commission des Finances, il est aussi bien placé que s'il était l'un des membres de la majorité. C'est vous dire l'avantage tactique que ça peut représenter pour une gauche LFI qui voudrait saboter le travail de la majorité. Très rapidement, Mickaël Darmon. Il est incontestable que la semaine prochaine, une nouvelle configuration parlementaire à l'Assemblée va naître. Il y aura un nouveau fonctionnement de l'Assemblée parce qu'il y a effectivement un retour de groupes d'opposition qui seront très forts et qui vont encadrer et compresser donc la majorité présidentielle, et on verra quelle sera sa stature ou absolue ou relative.